Alors aujourd'hui, nous avons choisi de parler d'un sujet. Un sujet qui est très essentiel, qui est très important et qui fait d'ailleurs l'actualité. Alors vous allez voir que ces derniers jours, il y a quand même pas mal de foyers de tension, n'est-ce pas, qui s'animent, qui se réveillent à nos portes, à des milliers de kilomètres de nous. Et en tant que citoyen, en tant que scientifique, médecin et en tant qu'étudiant de la parole de Dieu et donc en tant qu'enfant de Dieu, nous devons également donner de la voix pour livrer le fond de notre pensée par rapport à cette question qui met en mal, n'est-ce pas, la paix sociale, d'accord, dans les régions pour ce qui nous concerne. Alors, c'est quoi la paix fondamentalement? La paix, de façon linéaire, peut être définie comme une situation, une condition d'absence de conflit. D'accord? La paix peut être définie comme un accord, une concorde, donc une situation de tranquillité entre des peuples, entre des protagonistes, entre des personnes. Donc la paix peut être symbolisée par une absence de non-violence. D'accord? Ça, c'est une définition linéaire, n'est-ce pas, qui, ma foi, n'est pas forcément vivante. Pas vivante parce que lorsque nous ramenons la chose à une dimension un peu plus religieuse, d'accord, dans la compréhension des choses selon l'enfant de Dieu que nous sommes, c'est quoi la paix? Alors on peut remarquer que lorsque nous considérons l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, nous sommes dans le livre de Matthieu, Matthieu 10, à partir donc du 11e verset, je lis si vous permettez, ça dit ceci: dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir. Et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Et si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Et donc on voit ce mouvement de donner la paix et cette possibilité de la reprendre. D'accord? Il faut que nous gardions ça à l'esprit. Et cette affirmation peut être confirmée dans la foulée. Et lorsque nous revenons, nous reconsidérons également l'évangile de Jésus, toujours selon Saint Jean, le 14e chapitre, à partir du 27e verset. Et là, c'est Jésus-Christ même qui parle. Il dit: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde le donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et donc nous voyons, et nous pouvons alors comprendre que la paix peut être comprise, la paix peut être vécue comme un don de Dieu. La paix peut être intégrée comme un attribut de la présence, comme un signe, je peux le dire ainsi, un signe de la présence, de la manifestation de la présence de Dieu. D'accord? Et je crois que c'est Galates qui dit, je crois que Paul, dans ses écrits aux Galates, le 5e chapitre, à partir du 22e verset, il donne également la précision. Il dit: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie et la paix. Il y en a beaucoup d'autres, mais je m'en tiens à ces trois premiers. Et donc, fondamentalement, on peut alors, sans se tromper, dire que la paix, d'abord, c'est un don de Dieu. Alors, mais est-ce que cela voudra dire que Dieu, dans sa façon de traiter, dans son rapport donc avec ses hommes, décide alors d'accorder la paix à un peuple, d'accorder la paix à une nation, à une famille, et décider alors ou de ne pas l'accorder à un autre, parce qu'on peut remarquer que c'est un don de Dieu? La réponse va être non. Mais cela nous plonge en réalité dans ce que nous appelons la définition même que nous donnons de la paix, et qui est que la paix n'est pas un vain mot, mais la paix est un comportement. Et donc, si vous voulez avoir la paix, il faut forcément avoir un comportement qui consacre, un comportement qui appelle, un comportement, n'est-ce pas, qui favorise la paix, un comportement favorable à la paix. Parce que, bien sûr, il y a également la notion de la paix armée. La notion de la paix armée, c'est une vieille philosophie latine qui voudra dire que, qui veut la paix prépare la guerre. C'est connu. On dit que qui veut la paix prépare la guerre. En fait, c'est pour dire quoi? Si vous êtes suffisamment armé d'un point de vue militaire, si vous avez donc les moyens de dissuasion, d'accord? Si vous pouvez suffisamment montrer votre muscle, n'est-ce pas, votre vis-à-vis, alors il pourrait, s'il devait être tenté, n'est-ce pas, à vous agresser à un moment donné, alors il réviserait sa position. C'est-à-dire que je suis suffisamment armé, donc faites attention,
D'accord? Et donc, cela se matérialise à travers, si nous suivons un peu l'actualité, on peut voir, les gens font vite de brandir l'arsenal nucléaire, font vite de brandir donc, l'effectif de leurs armées, donc une armée avec un effectif consistant. Ils se permettent même de faire des essais balistiques, des tirs balistiques pour dire, attention, si vous m'agressez, j'ai de quoi me défendre, ou j'en ai suffisamment moi aussi pour vous faire mal. En fait, c'est une notion de paix armée. Mais cette notion de paix armée est utile, certes, mais à ses limites. Parce que, alors, si d'un point de vue militaire, de vue technologie militaire, vous êtes en avance sur l'autre aujourd'hui, mais vous ne serez pas toujours en avance sur l'autre, sur lui, peut-être d'ici 20, 25, 30, 50 ans. Les rapports de force peuvent changer. Donc, ce qui va être fondamental, selon la compréhension que nous devons avoir de la notion de la paix, c'est que la paix doit être vécue comme la conséquence d'une justice. Une justice sociale, une justice intégrée, une justice globale qui touche toutes les composantes de la société. Je vais le dire de façon plus prosaïque, à une dimension familiale, pour que les gens comprennent ce que je veux dire. Alors, je considère une fratrie, donc au sein d'une même fratrie, ouais, donc des frères et sœurs qui sont venus dans ce monde, du même père et de la même mère, ils sont venus par le même portail, et qui ont grandi, n'est-ce pas? Ils ont partagé les mêmes repas, les mêmes chambres, le même environnement familial, le même cocon familial, les mêmes bains parfois même, les mêmes repas. Et vous pouvez les voir se pourchassant l'un et l'autre devant le regard heureux, les yeux pétillants de bonheur, donc de papa et de maman, qui sont fiers de voir que les héritiers croissent, n'est-ce pas, et qu'ils se comprennent. Mais on peut remarquer parfois que pour une situation ou une autre, ces mêmes concernés en viennent à se déclarer des guerres à ne point en finir, au point où on entendra que tel frère et tel autre frère, n'est-ce pas, une situation qui les a amenés devant la justice. Comment est-ce qu'il faut comprendre cela? Vous voyez des gens qui ont tout partagé, qui se sont aimés, ils sont du même fait, ils sont du même père, de la même mère. Mais comment, bon Dieu, quel diable peut les pousser, n'est-ce pas, à se déclarer la guerre? Mais c'est simple, il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas être naïf, il faut comprendre simplement que si vous considérez, bien sûr, les exceptions ne feront pas la règle, mais si vous considérez les situations de façon linéaire, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, il y a que, pour une raison ou une autre, n'est-ce pas, quelqu'un, un membre de la famille, ça peut être le père, ça peut être le père, la mère, ou bien un autre membre de la famille, ou bien même les frères intéressés, quelqu'un a dû agir de façon excessive en consacrant une certaine injustice. Et cette injustice, n'est-ce pas, qui a été entretenue ou trop entretenue pendant longtemps, quoi qu'on dise, un jour, finira par exploser et déclencher le processus de guerre. Alors, on fera simplement le raisonnement à la dimension des nations. Faites le même raisonnement à la dimension des nations, à la dimension des communautés, et puis le raisonnement est le même. Et je suis heureux dans cette démarche, dans cette posture qui est la mienne, d'accord, aujourd'hui, de dire que la paix fondamentalement est la conséquence de la justice. Et j'ai suivi, je crois que lors du sommet donc, des BRICS, j'ai suivi un extrait, sans être, je ne pourrais pas le dire de façon holistique, un extrait donc, de l'exposé donc, du président chinois Xi Jinping, qui disait ceci. Il dit les BRICS, en réalité, vont constituer, d'accord, dans les années à venir, un pôle, n'est-ce pas? Un pôle, non pas pour forcément embêter le pôle occidental, mais c'est pour rééquilibrer un peu le monde. Rééquilibrer un peu le monde afin que, je crois que c'est les mots qu'il a utilisés, afin que les affaires, d'accord, planétaires, les affaires dans la gestion mondiale des affaires se fassent de façon un peu plus raisonnable et avec un peu plus de justice. C'est le mot qu'il a utilisé. Il a dit raisonnable, d'accord, et justice. Ça veut dire que même les dirigeants, à un niveau très élevé aussi, comprennent que, en fait, c'est qu'il y a simplement trop d'injustice. Trop d'injustice. Trop d'injustice. Et lorsque l'injustice est entretenue, trop entretenue pendant longtemps, n'est-ce pas, forcément, ça finit toujours par donner de l'étincelle, ce que nous ne souhaitons pas. Et bien sûr, je sais bien ce sur quoi les gens m'attendent sur cette question. C'est forcément la question, n'est-ce pas, des coups d'État, n'est-ce pas? Des coups d'État qui se sont perpétrés, n'est-ce pas, cette dernière région, donc en Afrique centrale, maintenant en Afrique de l'Ouest et puis maintenant en Afrique centrale également. Et bien sûr, alors, c'est des questions avec lesquelles il faut être prudent. Mais je me permets de faire quelques lectures et nous allons pouvoir apprécier ensemble. Lorsque un peuple, n'est-ce pas, porte son dévolu sur son représentant, dit, c'est toi, en tant qu'enfant du pays, que nous choisissons pour porter, n'est-ce pas, la destinée, pour conduire la destinée, si je le dis, de ce pays. Lorsqu'on en vient dans une situation où
ce même peuple acclame, applaudit et jubile quand on renverse cet élu, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut comprendre, d'accord? La conscience, il faut comprendre, et je veux dire, la psychologie des peuples. Ça veut dire quelque chose qui ne va pas. Alors, on peut faire deux lectures simples. Soit, c'est que le processus qui a conduit, en fait, à l'élection de cet élu en tant que chef, représentant du peuple, c'est que ce processus a été suffisamment entaché d'injustice que, en réalité, le peuple n'a jamais été d'accord que ce soit lui, d'accord, qui soit le chef. Et donc, c'est un acte d'injustice qu'il a consacré. Et, rappelez-vous le raisonnement, je dis, si la paix est la conséquence de la justice, alors la tension, la guerre, ce n'est que la conséquence d'une injustice qui a trop longtemps duré. Et donc, c'est la première lecture. Si le peuple jubile quand on renverse son chef, c'est que soit il n'a jamais été d'accord avec ce choix et qu'il n'avait pas autre moyen d'expression, ou c'est simplement que, oui, à un moment donné, peut-être qu'il a été même d'accord, dans le processus qui a conduit à l'élection de ce chef. Mais il s'est vu trahi. Il s'est vu trahir ce peuple parce qu'il s'est dit, ce n'est pas ce sur quoi nous sommes entendus quand nous étions en train de te confier, n'est-ce pas, notre destinée, la destinée de notre pays. Mais nous sommes en train de vivre là une situation d'injustice et de trahison. Puisque c'est comme ça, non, nous ne sommes plus forcément avec toi. Et donc, si on en vient à te renverser, eh bien, nous serons du côté de celui qui te renversera. C'est la lecture simple qu'on peut faire. Sinon, si c'est un peuple, si c'est un chef qui est avec son peuple, qui a le cœur de son peuple de son côté, si quelqu'un lui renverse, mais le peuple attendra sur le chemin. Ça ne passera pas, ça ne risque pas de passer.